Salut à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez le mieux possible. Bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de vidéos sur l'intelligence émotionnelle. Alors, dans cette seconde vidéo, nous allons particulièrement aborder les composantes majeures de l'intelligence émotionnelle. Ceci afin de pouvoir comprendre et surtout, de pouvoir mieux comprendre comment la développer et surtout donc la cultiver ensuite par les thérapies par l'art. Alors au sommaire de cette vidéo, nous allons d'abord voir donc l'intelligence émotionnelle reprendre une série d'habiletés, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Ensuite, nous allons surtout voir les 5 composantes majeures de l'intelligence émotionnelle, à savoir la conscience de soi, la maîtrise de ses émotions, l'automotivation et l'état d'esprit positif. Ensuite, l'empathie et enfin l'harmonisation et la maîtrise des relations humaines. Alors dans la première vidéo sur l'intelligence émotionnelle, nous avons vu que plusieurs chercheurs et psychologues américains ont contribué à conceptualiser l'intelligence émotionnelle. Parmi eux, Peter Salovey et John Mayer, qui ont été les premiers en fait à définir l'intelligence émotionnelle comme une série d'habiletés qui sert à l'appréciation et à l'expression juste de ses propres émotions, de nos propres émotions et surtout de celles des autres. De manière plus précise, l'intelligence, en fait, en intégrant les dimensions émotionnelles, est fonction de 5 composantes majeures. La conscience de soi, là je reprends le sommaire, la maîtrise de ses émotions, un état d'esprit positif, l'empathie, et enfin la maîtrise des relations humaines. Et selon Salovey et Mayer, à partir du moment où ces 5 composantes sont réunies, eh bien l'intelligence émotionnelle doit nous permettre, à tout un chacun, d'aller vers une vraie forme d'accomplissement dans cette vie. Voyons donc en premier maintenant la première composante majeure de l'intelligence émotionnelle, à savoir la conscience de soi. Alors ce qu'on peut dire, c'est que la conscience de soi, on peut la rattacher à une forme d'attention objective à ses états intérieurs. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conscience de soi est la faculté qu'on peut avoir et qu'on peut surtout développer à se montrer attentif à ce que nous ressentons intérieurement face à une situation donnée dans un contexte précis. En prenant en fait de la distance et en analysant notre façon d'être dans ce contexte donné, eh bien l'idée c'est que nous pouvons appréhender en fait et surtout comprendre ce que l'on éprouve, ce qui peut permettre en retour en fait d'agir en pleine conscience et surtout de décider ou pas en fait de laisser libre cours à nos émotions. Alors évidemment, ce concept cette notion de conscience de soi est fondamentale puisqu'elle nous offre la possibilité de reconnaître, de comprendre et puis donc de moduler, de potentiellement transformer particulièrement les émotions négatives qui sont, ou encore émotions désagréables, qui sont généralement source d'insatisfaction et surtout d'actions inappropriées. Mais ce qui est aussi intéressant avec cette notion de conscience de soi, c'est qu'elle permet aussi de jauger nos forces, nos faiblesses et également nos limites, ce qui nourrit particulièrement la confiance en soi et une partie de l'estime de soi. Seconde composante essentielle de l'intelligence émotionnelle, la maîtrise de ses émotions. Alors là, c'est pareil, je vais revenir sur quelque chose qu'on a déjà vu sur les émotions, à savoir qu'elles jouent évidemment un rôle, on le sait, un rôle déterminant dans notre façon d'être au monde. Et qu'également que la toute-puissance des émotions peut nous entraîner, ça on l'a déjà vu, à agir de manière contraire à nos désirs, à nos objectifs, même à nos valeurs. Et que vivre sur une base uniquement intuitive, donc émotionnelle, empêche la réflexion. Pour autant, il ne s'agit pas de refouler ou d'annihiler nos émotions et de vivre uniquement selon un mode rationnel. Parce que ça veut dire que dans ce cas de figure, notre personnalité, en fait, nos caractéristiques personnelles, nos goûts, nos désirs sont étouffés. Et ne jamais oublier que les émotions représentent vraiment quelque chose de savoureux, c'est vraiment le sel de la vie. Donc, pour bien vivre, en fait, fondamentalement, d'où l'idée d'aller le plus possible vers soi, vers une forme d'accomplissement, il est nécessaire, donc, pour vivre le mieux possible, en fait, de trouver un équilibre entre les deux cerveaux. C'est-à-dire à savoir d'un côté le cerveau de la raison et de l'autre celui des émotions. Pour cela, en fait, il est donc fondamental de connaître ses émotions et d'apprendre à les accompagner, à les moduler pour tendre vers un équilibre émotif. Car on sait, encore une fois, que les émotions, qu'elles soient agréables, désagréables, positives, négatives, désirables, indésirables, elles peuvent tout aussi bien bloquer ou stimuler nos capacités à réfléchir, à apprendre, à penser, et surtout à résoudre des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Alors,
Donc l'idée, c'est d'arriver à une forme de régulation de nos émotions. Alors, il faut savoir une petite précision, c'est que dans le champ de l'intelligence émotionnelle, plutôt que de parler de gestion des émotions, on va plutôt parler de régulation émotionnelle, avec l'idée que l'apprentissage ou le réapprentissage émotionnel permettent ainsi de réguler ces émotions lorsque celles-ci sont inadaptées à une situation ou à un contexte donné. Troisième composante de l'intelligence émotionnelle, l'automotivation et la notion d'état d'esprit positif. Alors ça, c'est une notion, l'état d'esprit positif et l'automotivation sont des notions qui entrent directement dans le champ de la psychologie positive. Donc c'est courant de la psychologie qui vraiment se concentre sur tout ce qu'on appelle les déterminants de l'épanouissement, tout ce qui est de l'ordre de la nature des fonctions optimales et le développement tout ce qu'on appelle des caractéristiques positives du tempérament chez l'être humain. Sachant que les principales recherches en psychologie positive concernent notamment les notions de créativité, mais aussi de curiosité, d'émotions positives, d'émotions confortables, donc d'où le lien avec l'intelligence émotionnelle évidemment, de bien-être, de satisfaction, même d'espoir. Et en fait, si on s'appuie sur les travaux de Barbara Fredrickson, une professeure de psychologie américaine, qui est une des pionnières de la psychologie positive, bien en fait, le développement des émotions agréables, des émotions positives, outre qu'elle favorise en fait des comportements beaucoup plus réceptifs, surtout beaucoup plus créatifs, eh bien permet d'élargir notre champ de conscience et notre ouverture au monde. Et que par ailleurs, de manière générale, les émotions agréables sont à la source évidemment de grandes satisfactions et qu'elles contribuent à un meilleur épanouissement et qu'elles favorisent ce qu'elle appelle donc l'auto-motivation, une sorte d'auto-émulation. Alors, la notion même d'automotivation passe donc plutôt par le fait, outre d'avoir des émotions, d'être basé sur des émotions positives, agréables, ça passe par le fait de se fixer des objectifs réalisables, d'avoir des buts à atteindre et de se donner des moyens pour les atteindre. Et que cela donc requiert donc d'être optimiste, tout en étant évidemment réaliste, et surtout d'avoir confiance également en l'avenir et de ne pas avoir peur de l'échec. Donc voilà la notion d'automotivation qui est une des composantes de l'intelligence émotionnelle. Quatrième composante de l'intelligence émotionnelle, l'empathie. Alors, l'empathie, on sait tous plus ou moins ce que c'est, à savoir que elle se caractérise par la capacité de se mettre à la place de l'autre et à se représenter ce que la personne peut ressentir, voire penser. Sachant que, très schématiquement, il existe 3 sortes d'empathie ou 3 types d'empathie. Alors, il y a l'empathie émotionnelle, d'abord, qui est une réaction dite automatique et plutôt non intentionnelle. Un exemple, lorsque nous voyons quelqu'un de proche qui souffre, eh bien, nous allons nous-mêmes être affectés. Ça, c'est vraiment l'empathie émotionnelle. Il y a également l'empathie cognitive, qui, là, plutôt, qui est de la capacité à se représenter vraiment les états mentaux de l'autre, d'autrui, de l'autre personne. Ça, c'est ce que les cognitivistes appellent la théorie de l'esprit. Et puis, il y a un troisième type d'empathie, il y a ce qu'on appelle l'empathie comportementale, ou ce qu'on appelle aussi mimétisme comportemental, ou effet caméléon. Et ça, c'est vraiment ce qui advient lorsque deux personnes se connaissent très bien, qu'elles se voient très souvent et qu'elles sont très proches l'une de l'autre. D'ailleurs, qu'on va prendre des gestes de l'autre, des tics de langage de l'autre, etc., etc. Ça, c'est vraiment le mimétisme comportemental. Plus précisément, ce qu'on peut dire, c'est que l'empathie découle de la conscience de soi, qui est donc l'une des composantes de l'intelligence émotionnelle qu'on a vu plus précédemment. Et ça veut dire qu'ainsi, plus nous sommes à l'écoute en fait de nos propres émotions, eh bien plus nous sommes en fait à l'aise pour comprendre celles des autres. Et ce qu'il faut dire également, c'est que par ailleurs, la capacité de ressentir les émotions des autres, sans passer par l'oralité, eh bien, elle permet de pouvoir mieux s'adapter aux autres, d'être plus ouvert et surtout de pouvoir nouer des liens plus forts. Ce qui signifie en fait que les émotions jouent donc un rôle fondamental dans le processus empathique et que l'empathie en fait est essentielle pour pouvoir vivre en adéquation avec son environnement. Dernière composante de l'intelligence émotionnelle, l'harmonisation, la maîtrise des relations humaines. Alors, une évidence, c'est que les relations humaines sont basées sur des échanges émotionnels permanents. Par exemple, lorsque deux personnes sont ensemble, elles vont interagir consciemment et inconsciemment par la parole, les gestes, les mimiques, etc. Et dans cette interaction, les émotions jouent donc un rôle fondamental et ont une place primordiale. Dans la relation à l'autre, il peut y avoir des émotions qui vont par exemple exprimer un mouvement d'éloignement
Alors les émotions, ça va être l'indifférence, l'insensibilité, la répulsion, la haine. Donc évidemment, mouvement d'éloignement. À l'inverse, mouvement de rapprochement. Et là, les émotions, ça va être la considération, la sympathie, l'attraction, et encore mieux l'amour, évidemment. Alors, bien évidemment, les relations humaines les plus harmonieuses sont celles qui vont être basées sur une forme de coordination émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une coordination qui s'opère. Dans certains cas, on peut même dire que lorsque les personnes ont une bonne connaissance d'elles-mêmes et qu'elles sont dans l'empathie, dans une empathie réciproque, on va parler de synchronie émotionnelle. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que de manière générale, les émotions représentent une matière extrêmement riche pour développer son savoir-être, avec soi-même et avec les autres, évidemment. Et lorsqu'elles sont reconnues et comprises par chacun, donc là, on est dans les relations humaines, eh bien, elles peuvent permettre de développer des relations humaines plus profondes et surtout plus équilibrées. Voilà. Donc là, nous avons vu les composantes essentielles de l'intelligence émotionnelle. Alors, je pourrais, pour être tout à fait plus complet, vous citez Daniel Goleman, Goleman qui est un psychologue, qui est un auteur américain très connu parce qu'il a largement popularisé le concept d'intelligence émotionnelle depuis 20 ans. Alors lui, lui en met plutôt sept composantes, sept composantes donc de l'intelligence émotionnelle. Alors je vous les cite rapidement, mais certaines recoupent celles qu'on vient de voir. Il y a pour lui la confiance, il y a la curiosité, il y a l'intentionnalité, c'est-à-dire la notion de sentiment de compétence, d'efficacité, surtout de chercher à produire quelque chose, la notion de maîtrise de soi, la notion de capacité d'entretenir de relations, l'aptitude à communiquer, et enfin, une composante qui me semble importante, qu'on n'a pas vu avant, c'est la coopérativité, à savoir la capacité de trouver un juste équilibre entre ses propres besoins et ceux des autres dans tout ce qui est de l'ordre du groupe, c'est-à-dire quand on est en groupe. Donc l'aptitude à considérer ses propres besoins tout en prenant en compte ceux des autres. Voilà. Donc là, on a vu aujourd'hui les composantes de l'intelligence émotionnelle et nous verrons après, dans la prochaine vidéo, nous aborderons comment enfin on peut cultiver et développer cette intelligence émotionnelle par les thérapies par l'art, avec des dispositifs adaptés. À lire, de Daniel Goleman, justement. L'intelligence émotionnelle, tome 1 et 2, publié en 2014. L'intelligence émotionnelle au travail, publié en 2002. Et Cultiver l'intelligence relationnelle, publié en 2011. Également deux livres de Moira Mikolášek, qui est une professeure et chercheuse en psychologie à Louvain, en Belgique, qui a beaucoup travaillé sur la question de l'intelligence émotionnelle. Donc son livre, c'est Les compétences émotionnelles, publié en 2014, et un autre livre qui s'appelle Le traité de régulation des émotions, qu'elle a coécrit avec Martin Desailles, publié en 2012. Voilà. Si vous souhaitez réagir, eh bien, au sujet de cette vidéo, n'hésitez pas, je vous renvoie à la barre d'informations. Sinon, à bientôt pour la troisième vidéo, où là, on aborde enfin la question comment les thérapies par l'art peuvent permettre de développer l'intelligence émotionnelle, et nous commencerons à aborder une méthodologie avec des exemples de dispositifs. D'ici là, portez-vous le mieux possible, et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.